Il faudra absolument. Ok, Allez, on on y peut y va. aller, c'est parti. On peut y aller. On peut y Allez. aller. Ça va, je suis bien placé, c'est bon là? Ouais, impeccable, impeccable. Alors on y va. Écoute, alors bonsoir, il est déjà tard. Bon, donc comme d'habitude, quelques mots de Rizouk. Comme Gérard a pu vous le dire à tous, je reviens ce matin de chez le Rabbi. On est allé prendre des cochotes quelques jours avant Yudshvat. Et donc on revient avec, comme d'habitude, hein, tout chaud, tout plein d'enseignements. Et je vous relatais un point déjà, un point intéressant. On a eu une remarque, on avait un garçon de 13-14 ans qui était avec nous, il nous a dit, mais, mais, il s'approche donc de l'estrade, mais le Rabbi n'est pas là. Il y a un beau fauteuil, certes, il y a un beau standard, mais le Rabbi n'est pas là. Et il se retourne à gauche, à droite, nous. Alors, je lui ai dit, je vais te raconter quelque chose, une histoire très connue, qu'il est bon de connaître, et qui dit la chose suivante. Il dit que un jour, il y a un chassid qui a demandé à son Rebbe, Rebbe, je manque de tout, je manque de parnassa, j'ai besoin d'avoir une vie moins dure. Le Rabbi lui dit, écoute, je te donne le nom d'une ville lointaine, ça va te coûter plusieurs jours de marche. Et en arrivant là-bas, tu vas creuser un trou près du pont-levis du château, dans lequel l'autorité là-bas vit, et tu vas trouver un trésor là-bas. Ah là là, plein de cette bracha, il court, il prend sa charrette, il marche beaucoup à pied aussi. Comme dit l'autre, il a fait de la charrette stop, il a fait des pieds stop, et il marchait, au bout de nombreux jours, il arrive, il trouve le château, et puis près du pont-levis, le pont donc, qui se baissait comme ça, au besoin, et il commence à creuser, il creuse, pendant un jour, il creuse, au bout d'un certain moment, ça finissait par se voir, à tel point que le garde s'approche de lui et dit, mais qu'est-ce que tu fais là? Tu es en train de creuser un tunnel pour cambrioler le château? Il dit, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Alors qu'est-ce que tu fais là? Ben, avec tmimout, avec simplicité, avec vérité, il lui dit, écoute, voilà, je manque de tout, en tout cas matériellement, j'ai demandé à mon rébé une bracha, il m'a envoyé ici pour creuser et trouver un trésor. Et le garde, qui pousse un gros éclat de rire, évidemment, tu viens de chercher un trésor ici, c'est très très intéressant, et tu crois qu'ici tu vas trouver un trésor, tu as fait des jours et des jours de marche pour arriver. Il dit, c'est très intéressant ce que tu me racontes, parce que moi j'ai fait un rêve cette nuit. Ah bon, tu as fait un rêve? Eh ben oui, j'ai fait un rêve que dans un village lointain, et le garde lui sort le nom du village dans lequel le chassid habitait, et là-bas il y a une personne qui vit dans une petite maison comme ça, avec une cheminée, et derrière la cheminée, il y a un trésor. Oh là là, le chassid commence à comprendre. Ah, c'est ça que voulait me dire le Rebbe m'a dit, venir ici et rencontrer ce goy qui allait me dire que chez moi il y avait un trésor. Merci, merci beaucoup. Il retourne. Il fait le chemin de retour beaucoup plus rapidement qu'il a fait celui de l'aller. Et il va chez lui, il creuse, et effectivement, derrière la cheminée, il trouve un énorme trésor, et bon, il devient riche, etc. Quelle est l'idée qui sous-tend cette histoire? Le rabbi voulait dire à son chassid, tu cherches toujours, toujours, toujours la fortune ailleurs. Tu crois toujours que l'herbe du voisin est plus verte que la tienne. Cherche en toi, regarde dans ta cheminée, regarde dans ta maison, et c'est là que tu vas trouver des trésors. Quelque chose d'extraordinaire. C'est en toi que tu as. Il est chavou, il est enfoui en toi, ces trésors. Fouille, certes, faut creuser. Tu étais prêt à faire des kilomètres pour creuser. Alors creuse sur place et tu verras que tu vas arriver à trouver quelque chose. Et le diamant qui est en toi, qui est enfoui sous de la boue, eh bien, il finira par apparaître. Le garçon écoute, il dit, ah, c'est très intéressant cette histoire, mais alors, ça veut dire quoi? Que le rabbi, il est chez nous, il est à la choule, il est à la maison, il est là où on habite, il est à l'école qu'on fréquente, il n'est pas au Cévennes, il n'est pas. Ça aussi, c'est une bonne question qu'on lui dit. Ça, c'est une bonne question. Alors, si ma réponse est que tu viens ici, tu ne trouves pas le rabbi, c'est parce que, effectivement, il est chez toi. En fait, il est chez toi, il est chez tous, mais il faut creuser pour l'avoir. Il faut creuser. Il faut faire les Mahamarim, il faut faire les Sichot, il faut relire les enseignements. On a tous Var Malchut, on a tous qui nous réactualisent toutes ces choses-là. Avat Hashem, Ve'avta et Hashem Elokecha, qu'on dit deux fois dans le Klatchma. Mais ça paraît d'une banalité pendant des centaines, non, des centaines, pendant des dizaines d'années, un juif, il dit ces mots,
Oui, 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 pendant des années, à force de répéter, il s'imprègne, sa chair, son cœur devient plus tendre et il assimile. Ben oui, ces enseignements, ils sont chez toi, il faut les creuser en toi. Alors, le garçon Picard, il dit, bon, alors, ce voyage qu'on a fait, je Rabbi, à quoi il sert? C'est comme ça, on a qu'à rester à la maison. Ah, bonne question, j'ai dû voir que tu suis le raisonnement. Eh bien, le raisonnement, c'est que, oui, tu as raison, mais quelquefois, on a besoin d'être poussé. On a besoin de, ah, j'ai écouté une histoire qui en a une petite parenthèse, mais qui est en rapport avec ce que je raconte. Récemment, on a fêté les 80 ans de la libération du ghetto d'Auschwitz. Et le grand rabbin Loh était là-bas. Et il a raconté que, une foule d'histoires, bien sûr, extrêmement touchantes, extrêmement intéressantes. Et il a dit, moi, je dois l'habiller à quoi? Je dois l'habiller parce que ma maman, quand on est venu nous prendre, elle a eu le réflexe. C'était un petit bonhomme, un petit bambin comme ça. Elle a eu le réflexe de donner un grand coup, pousser, tomber un peu plus loin. Ce qui a permis que j'ai l'habit sauve, parce que quand les nazis sont venus, ils ont pris la famille, mais moi, ils ne m'ont pas vu. Ma mère m'a sauvé en donnant ce coup-là. C'est pichenote. Elle m'a aidé, elle m'a poussé. C'est quoi ça, de pousser quelqu'un? Eh bien, je vais vous dire, c'est exactement ce qu'on fait lorsqu'on vient chez le rabbi. Il nous pousse, il nous aide. Un petit coup, et après on revient et on a un travail à faire. Vous voyez, ces deux pôles, je vous l'ai expliqué dans cette histoire. D'abord, tu n'as pas trouvé le rabbi, mais parce qu'il faut le chercher là où tu es. Et quand tu vas chez le rabbi, c'est pour qu'il te donne le petit coup de pouce dont on a besoin pour réveiller nos sentiments, pour nous sortir de la chigra, de l'habitude. Rien de pire que l'habitude, toujours les mêmes choses. Il n'y a pas de nouveau, il n'y a pas de renouvellement. Donc il faut jouer entre ces deux pôles de creuser en soi et le pôle que quelquefois il faut aller chercher ailleurs, le petit coup de pouce qui nous sauve, qui nous donne la vie. Comme cette maman qui a donné la vie à son fils, qui allait devenir un très très grand homme. Le Ravlo, c'est connu. Un, un Baldrachot extraordinaire, qui avait un nombre incroyable de Batchouva, qui s'est occupé de beaucoup, beaucoup de choses. Et cette expérience qu'il a pu transmettre et qui continue à transmettre, hein, d'un rescapé de la Shoah qui avait 7 ans en 45, il est né en 38, et donc il a témoigné qu'un petit enfant comme ça, avec une puissance de résilience, donc de pouvoir de rebondir, montre comment un juif peut tout rebondir. Voilà donc le point que je voulais vous rapporter, donc discussion entre un petit garçon qui est allé chez le rabbi et qui apparemment ne voyait pas le rabbi. Là, il a compris que le rabbi était en nous. Partout où tu vas, tu le trouves, dans ses écrits, comme les rabbis me le disent. Dans ce qu'il a écrit, dans ce qu'il a dit, on a des vidéos, on a toutes sortes d'enseignements. N'importe quel livre, maintenant, partout, dans toutes les choules, vous trouvez des sikhot, des résumés, des kitsurim de Mahamarim. On vit avec ça. Si vous êtes ceux qui sont abonnés au Sikhat HaShavua, ou un Dvar Malchut en français, vous avez toutes sortes de petites remarques, de petites ktaïm, de petits extraits de partout, et avec lesquels on peut vivre. On a besoin de ces petits morceaux de Torah pour vivre, pour renouveler la chose. Avant de recommencer commencer les halachot, il y a un deuxième, bon, je reviens de chez le rabbi, hein, vous ne m'en voudrez pas, de revenir comme ça, plein de petits vortim, des petits mots comme ça qui nous bougent, qui nous secouent un petit peu. Dans la parcha de cette semaine, dans Béchalach, on voit l'accomplissement d'une demande, d'une bakasha, d'une requête que Yosef Hatzadik a demandé au clan Israël. Lorsque vous sortirez d'Égypte, n'oubliez pas de prendre mes ossements. Atzmot Yosef. Regardez les Mefarshim là-bas, ils disent qu'il n'y a pas que les Atzmot Yosef qu'ils ont sortis avec eux, ils ont aussi sorti les Atzamot de tous les Shvatim, tous ses frères et sœurs. Tout le monde, ils sont tous sortis, donc les ossements étaient enterrés en Israël après. Et on connaît le double sens du mot Atzmot. Atzamot, Etzem, c'est l'os, c'est les os. Atzamot, c'est les ossements, c'est tout le squelette. Et pour ceux qui connaissent les hébreu, ils savent que le mot Etzem, Etzem, c'est l'essence. C'est l'essence d'une personne. Etzem Adava, l'essence, la nature profonde de quelque chose. Donc, qu'est-ce qu'ils ont sorti avec eux, d'après le deuxième niveau d'interprétation? Ils ont sorti l'essence de Yosef Hatzadik. Et quelle est cette essence? Bon, Yosef Hatzadik, pas là pour faire un shiur sur l'immense impact qu'il a eu dans le cas d'Israël, parce qu'il était Davouk Hachem. Il a montré l'exemple, c'est le premier grand sadique qui a montré l'exemple qu'on peut être occupé dans des divrei chol, dans
les occupations d'un pays. Je ne sais pas si vous vous rendez compte d'une personne qui a tous les leviers socio-économiques de tout un pays, de la plus grande nation de l'époque, et il arrivait à gérer tout ça. Et avec ça, chaque mot qu'il disait, chaque sujet qu'il faisait mentionner, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est Hachem. Tout ça, c'est connu. Mais l'anekuda, le point que je rapporte ce soir, c'est quoi le Etzem de Yosef? Eh ben, pour cela, il faut rechercher dans son nom. Son nom, c'est Yosef. Les Yosif, c'est ajouter. Et c'est le rapport direct que le rabbi fait entre la paracha de Béchalach et puis le Shabbat prochain qui est le Yutshvat. Yutshvat, c'est le jour de la Istalkut du rabbi précédent qui s'appelait Yosef Yitzhak. Le point commun qu'il avait avec Yosef Hatzadik, c'est cette capacité d'être moussif tout le temps. Et encore une fois, en disant ça, j'ai bien conscience, on a voyagé avec tout un groupe, on dit à certains, oui, certains ont l'air d'être un peu blasés, ça y est, on a entendu l'année dernière, on a dit la même chose, il y a 2 ans, on a dit la même chose. Oui. Mais la chose qu'on a dit l'année dernière ou il y a 2 ans, c'est pas la même. Ce sont les mêmes mots, mais c'est pas la même chose. Le Ve'avta et Hashem Elokecha que je disais il y a 10 ans, c'est pas celui que je dis il y a 5 ans, c'est pas celui que je dis aujourd'hui. Parce qu'il y a des années de Avoda qui sont passées par là. Les mots que la même personne dit, c'est pas les mêmes. Et donc, ça se voit d'ailleurs dans l'impact qu'une personne peut avoir avec autrui. Une personne qui s'est travaillée très fortement, il y a une émanation qui sort de lui, de ses gestes, de son visage. Et d'où ça vient cette émanation? C'est un cadeau, comme ça, c'est le cadeau du bon Dieu. Pas du tout, c'est l'expression de toute une aboda. C'est l'impression des la multitude de fois qu'on a mis les tuilines, et on a mis les titites, et on a fait là-bas minimum, on a fait des misot, on a fait toutes sortes de choses, on a rendu visite à des malades, on a fait bikocholim, on a fait nichomabelim, on a consolé des endeuillés. Et bien tout ça, c'est quelque chose qui laisse un impact sur le corps, sur le visage, sur l'expression d'une personne. L'expression, ce qui émane de lui. Un mot en français qui est très joli, c'est le rayonnement d'une personne. Bien ceci, ça vient par le travail, ce rayonnement-là. Alors bien sûr, quand on est jeune, on a le temps. De toute façon, c'est pas ça qu'on cherche. On ne cherche pas à avoir un visage rayonnant. Ce qu'on cherche, c'est à faire les mitzvot, parce que Hachem nous demande. Et on sait que la récompense de ça, c'est que finalement, les paroles qu'on dit, ça devient des paroles anishmaïm, qui sont dignes d'être interceptées, dignes d'être intégrées par celui qui écoute. Et c'est ça que nous enseigne Yosef. Yosef, ça ne veut pas dire que il a ajouté de nouvelles mitzvot. Sa atzmut, c'est d'ajouter dans sa avoda, et donc la même avoda, les mêmes tefilines qu'il pouvait mettre, les mêmes mitzvot qu'il a faites, eh bien, en se rajoutant, ça avait un impact plus fort, ça avait un knack plus fort sur lui-même et sur autrui. Oh, le point, je voulais dire, donc atzmut, n'oubliez pas, hein, atzmut, et donc le Bechen, la conclusion est toute simple, eh bien, on s'approche de Yushvat, Yosef Yitzhak s'appelle Yosef, Samara, c'est d'ajouter, toujours d'ajouter. Et dans tout, dans tout, dans tout. Encore une fois, hein, si vous faites un DAF par jour, dire je vais faire 2 DAFs par jour, peut-être c'est pas possible. Mais le DAF que vous faites, ou la Sira que vous faites, ou le Tania, vous faites des choses toutes simples, le Tania qu'on fait, qu'on ronronne, je dis souvent aux collègues, comme ça on ronronne, on dit les mêmes mots, et eh ben le ronron que l'on dit, le ronronnement quand on dit, il peut être plus fort. Plus fort parce que le mot, il nous impacte davantage que la manière dont il nous a impacté les années passées. Le même mot, j'apporte toujours comme exemple en tant que Roche Collègue, l'enseignant, bon, Hachem, ça a toujours été mes, mes désirs et mes facilités, on va dire. Eh bien, il m'est arrivé de répéter un chiour que j'ai dit il y a 5 ans, que j'ai dit il y a 10 ans, que j'ai dit il y a 15 ans, que j'ai dit il y a 20 ans. Eh bien, je partage avec vous un sentiment que la 4e fois que j'enseigne à des talmidim intelligents, ils comprennent tout, je leur dis, j'ai l'impression que je n'ai jamais compris ce que je vous explique maintenant. Pourtant, je dis les mêmes mots qu'il y a 20 ans. Les mêmes mots. Même, quelquefois, je répète des mots déjà écrits dans un cahier. Mais il y a une espèce de lumière nouvelle du fait qu'on répète la chose. C'est ça qu'on demande de nous. Et ça, dans la Gashmiout, j'ai envie de vous dire, même une maman qui prépare le repas shabbatique avec un nigoun, avec une petite musique, etc., eh ben, le rayonnement de la mitzvah qu'elle fait ferait qu'il aura un impact même sur la nourriture qu'elle est en train de préparer.
J'arrête sur ça, hein, donc en tout cas, n'oubliez pas, vous me pardonnerez, je reviens de chez le Rabbi, donc bon, avec tout un groupe, tout chaud, donc et on rentre à la maison et on fait que sa maison, comme disait le Razimo à l'époque, hein, qu'on appelait Moulet, il faut faire rentrer le Rabbi à la maison. Il faut faire rentrer à la maison, qu'est-ce que ça veut dire le Rabbi à la maison? Tous les enseignements qu'il nous donne, il faut les vivre à la maison. Il faut que quelqu'un qui vienne chez nous, il voit, ah, c'est une maison spéciale, leur préoccupation, c'est des préoccupations de Kudusha. Quelqu'un me disait, dans certaines maisons, tout le repas du vendredi soir, c'est waouh, qu'est-ce que va faire Trump? Qu'est-ce que va faire tel? Et Bibi va rencontrer Trump, et puis il y a tel ennemi qui veut nous faire telle chose. Et donc voilà, on peut passer toute la soirée du vendredi, Chaval Azman, c'est le cas de le dire. Dommage pour le temps. En des soirs, il y a autre chose à faire. Il faut chanter, il faut danser, il faut dire des livrets Torah, il faut vivre avec les livrets Torah qu'on dit. Il faut les vivre, ça c'est le point. Chai. On soit des juifs chai, vivants, pleins de chayout, pleins de vivacité et de vitalité. Voilà, donc ça c'est le point que je partage avec vous après ce retour, hein, d'un voyage très très court mais extrêmement plein avec tout un groupe de personnes qui sont tous revenus changer de ce voyage. Donc je vous conseille tous, hein, de faire ce double mouvement, de retrouver le Rabbi chez vous en allant parfois se déplacer géographiquement et aller au Cévennes ou au L. Alors je vais vous dire rapidement, je vais prendre 5 minutes, hein, quelque temps j'essaie de prendre cette habitude, de faire une chazara rapide de ce qu'on a fait la semaine dernière, pour deux raisons. D'abord, il y en a qui parfois on peut rater un cours, hein, c'est dommage, des fois des halakhot très intéressantes. Et puis, en métamidrash velo chidouche, il n'y a pas un métamidrash sans un chidouche, même si c'est les mêmes choses que je dis, il y a toujours un petit détail qu'on comprend mieux. Donc je vous rappelle, et après ce rappel, je vous écouterai, puis on commencera donc les choses nouvelles. Quelques halakhot que nous avons dit la semaine dernière, ce sont donc des halakhot, des choses qui m'étaient demandées, quoi, dans le coup de fil que j'ai reçu ou des messages que j'ai reçus. Et d'ailleurs, c'était tout à fait d'actualité ce vendredi, on était à New York, un minag là-bas, tous les coups, ils prennent des croutons, hein, des petits morceaux comme ça de pain durci, petits morceaux comme ça, ils les mettent dans du bouillon. Alors je vous rappelle que le pain durci, enfin tous ces croutons, c'est à fouille, c'est cuit au four, sans eau, avec une chaleur sans eau, sèche. On n'a pas le droit de cuire à l'eau après. Donc on n'a pas le droit de mettre les croutons ni dans Kelly Richon, et même dans Kelly Chéni. À Kelly Chéni, en principe, c'est pas supposé cuire, mais on craint, c'est une crainte, que peut-être ces croutons, ils sont ce qu'on appelle calés à bichoul, ils cuisent facilement, donc on ne met pas dans Kelly Chéni. C'est tout simple, j'ai dit tout simplement, mettre le bouillon qui était sur la plata dans une grande soupière c'est Chéni, on mettait ça à table et tout le monde s'est servi de la soupière dans son assiette ou dans un bol. Donc c'était Kelly Shlishi, ça s'est permis. Voilà, j'annonce pas plus. Donc vous voyez des choses qui sont interdites dans Kelly Chéni. Une deuxième chose aussi qui est ridouchique, qu'on peut mettre dans Kelly Chéni, ce sont tous les liquides, même des liquides crus, complètement crus, ou bien des liquides qui ont été bouillis, qui ont refroidi, on considère qu'ils sont crus, parce que yesh bichoul, achar bichoul, benavarla, de liquide, eh bien, on peut refroidir. Vous avez un café bouillant dans Kélichénie. On a pris du concombre, on l'a mis dans une tasse, bouillant. Mettez le doigt, vous brûlez. Vous voulez rapidement, vous êtes pressé, vous êtes vite à la chaude, vous voulez refroidir un peu, vous avez le droit d'ajouter du lait froid ou de l'eau du robinet. Dans ce Kélichénie, c'est moutard. Pourquoi? Parce que l'eau, les liquides au sens large, c'est marqué clairement dans la Gemara que ce ne sont pas des choses qui cuisent facilement et donc on peut les mettre dans Kélichénie. La réponse est que c'est marqué. Donc les Chachamim ils savent, hein, Kim ou les Rabanan, Chachamim ils savent que le liquide dans un Kélichénie bouillant ne cuise pas. Voilà. Voilà, donc j'arrête sur ça. Je reprends aussi rapidement, donc nous avons étudié la semaine dernière Ilchot Tochen. Tochen, donc c'est moudre. Je vous rappelle deux ou trois halachot, puis j'écoute deux questions et on passe au nouveau. Donc on a une malacha qui s'appelle Tochen. Tochen, c'est moudre, écraser des légumes, écraser des grains, écraser ce que l'on veut, en faire de la farine ou en tout petits morceaux, prendre des légumes du type carottes et faire des carottes râpées, ben c'est interdit.
Ça s'appelle tochen, les carottes râpées. Les carottes, donc c'est interdit. Après vous, je vais vous donner plusieurs règles très intéressantes dans cette mélacha. Encore une fois, rapidement. Donc, c'est Chazara pour l'Europe d'entre vous, la majorité. Pour certains, c'est du nouveau. Cette interdiction se limite à tout ce qui pousse de la terre. Guidoulé carca. Donc, des légumes, si vous voulez, vous prenez vous écrasez des carottes, vous écrasez des pommes de terre, vous coupez des radis en petits morceaux, des oignons, de l'ail, de l'échalote, voilà, avec un couteau, vous coupez ça en tout petits morceaux, vous mettez ça sur vos tomates, eh bien, c'est tochen, c'est interdit. Par contre, tout ce qui ne pousse pas de la terre, c'est permis. Par exemple, vous pouvez écraser des œufs, le mimosa, vous pouvez écraser du thon, permis, parce que ça ne pousse pas de la terre, tout long, la viande, le fromage, tout ça sont des choses qui ne poussent pas de la terre, ne sont pas des légumes ni des fruits. Donc, il n'y a pas interdiction de moudre, d'écraser. Deuxième exception à cette règle, qui est aussi intéressante, c'est que si on écrase avec un chinouille, c'est permis. Vous pouvez écraser une banane, pomme de terre, avec le manche d'une fourchette. On l'a dit la semaine dernière, donc vous attrapez la fourchette par les dents et vous écrasez avec le manche, les choses que l'on tient d'habitude, et bien vous écrasez la pomme de terre, vous écrasez la banane, c'est permis. C'est curieux, mais c'est comme ça. Je ne reviens pas sur les explications, je vous donne des pisquets d'inim. Donc, si vous avez besoin, une fois d'écraser comme ça des pommes de terre, vous pouvez le faire grâce à ce chinou dont je viens de parler, cette différence par rapport à l'habitude. Vous avez une troisième règle aussi intéressante. La règle, c'est en tochen achar tochen. Il n'y a pas d'interdiction de moudre quelque chose qui a déjà été moulu. Vous allez me dire, si c'était moulu, c'est moulu, alors que ça aurait besoin de remoudre. Tout simple. On a moulu les grains, on a fait de la farine, on a pétri, on a fait des gâteaux, on a fait des matzot, on a fait des biscottes, on a fait toutes sortes de choses. Il est permis de réécraser ces biscottes. Pourquoi? Parce que finalement, les biscottes, c'est une reconstitution de grains qui sont préalablement pulvérisés, puis on les a réunis, on a fait une pâte. Eh bien, mettre cette biscotte, ces matzot, ces gâteaux que vous voulez émietter dans un liquide, par exemple, sans parler de bichoule, c'est permis. Donc, vous avez le droit d'écraser une biscotte pour épaissir une sauce, par exemple, ou pour ce que ça vous intéresse. Parce que en bichoul, en tochen achar tochen, quelque chose qui a déjà été écrasé, on peut l'écraser une deuxième fois, après qu'ils ont été reconstitués. Je rappelle le quatrième règle aussi, mais celle-là, je la donne, comme je vous l'ai dit la semaine dernière, avec beaucoup de prudence, parce qu'il y a une grande marloquette dans les poskim. Certains comparent la malacha de tochen, écrasé, avec la malacha de borer. Or, vous n'êtes pas sans savoir que dans borer, on a déjà étudié ça, que quand on est borer pour manger tout de suite, vous avez un mélange comme ça des choses que vous voulez manger, des choses qui ne vous intéressent pas, vous pouvez prendre la chose que vous voulez manger tout de suite pour la consommer tout de suite. Ah, mais en faisant ça, vous faites une séparation entre ce qui vous intéresse et le reste. C'est borer, apparemment. Mais dans la mesure où vous le faites pour une consommation immédiate, ça veut dire dans la demi-heure qui suit, donc quand vous faites un borer et que dans la demi-heure, vous allez utiliser le produit de cette brera, en l'occurrence, c'est pareil aussi, d'après certains, on pourrait écraser donc même des guidous les carcas, des tomates, de l'ail, de l'oignon, etc., si on a l'intention de le consommer dans la demi-heure qui vient. Je dis ça avec prudence, utilisez d'autres moyens, comme j'ai dit tout à l'heure, avec le manche, etc., parce que c'est sujet à caution. C'est une grande marloquette. Certains permettent, le rivage interdit. Bon, c'est une grande discussion dans le possible. Voilà. Je vous ai fait, mamache, une sélection des halachot que nous avons vus donc les 2 dernières semaines. Avant de passer à autre chose, donc je vous demande, posez-moi vos questions. Je suis audible. Gérard, rassurez-moi. Oui, les micros sont ouverts. Les micros sont ouverts. Je Alors, suis je suis audible. bonjour. Bonjour. Bonsoir. J'écoute. Juste vous demander le chinouille de la cuillère à l'envers. Juste le fait que la cuillère soit à l'envers, c'est un chinouille. Dans notre geste, il n'y a pas de chinouille à faire.
Ça suffit en Non, lui-même. aucun. Oui, Ça absolument. suffit en lui-même. Ok. Avec le manche, attention, hein, le manche. Le Ouais, manche ouais, de la. avec le manche. Mais le manche, lui-même, il suffit en chino. Il n'y a pas Khazak, besoin de ah bien. rajouter. Ouais. Voilà, il n'y a pas de faire, Ok. voilà, genre avec la main gauche, voilà. Non, il n'y a pas besoin, non. Ça marche. Merci beaucoup. Allez-y, autre question? Pas d'autres questions? Non. Bon, alors tout le monde est au courant de tout, on peut avancer? N'hésitez pas, mesdames, j'entends pas les dames aujourd'hui. C'est bon? Bonsoir. Alors, on va vous en poser une. Ah là, oui, Alors, ben, alors il faut que le rave. expliquez-nous, oui, Oui, Bezrat Hachem, voilà. expliquez-nous, s'il vous plaît, le fait que les médicaments soient interdits. Je crois que ça vient de la mélacha de Tochen. Vous pouvez nous faire la liaison, s'il vous plaît, comme pourquoi de prendre Absolument. un Doliprane, c'est interdit Shabbat parce que il paraît que ça vient de la mélacha de Tochen, Voilà. par exemple. Merci. Alors, bon, très bien. Alors là, vous élargissez le débat. La melacha de Tochen, donc le moudre, à part le fait de moudre en soi, qui est interdit bien sûr, comme dans d'autres cas, les Chachamim ont beaucoup élargi cette interdiction. Ils ont eu un chachash, à l'époque il était tout à fait d'actualité. Les gens avaient l'habitude de prendre toutes sortes de produits de la terre. Hein, autrefois, c'est des remèdes de grand-mère. Les remèdes de grand-mère, quelqu'un il me disait tu as eu des coliques néphrétiques, hein, des calculs, tu vas prendre du melon, tu vas l'écraser, tu vois, puis le jus de melon plus ça, ben, tu vas voir que les petits cailloux vont passer. Ouais, et à l'époque, ça marchait comme ça. À l'époque, ça marchait comme ça. On prenait toutes sortes de produits de la terre, on les écrasait, puis on s'en servait comme médicament. Ça nous paraît tellement lointain tout ça que vraiment on se demande est-ce que vraiment c'est encore d'actualité. Bon. Or, vous connaissez les principes de la Torah. Lorsque des halakhot ont été décidés par un certain minyan, par certains chachamim, il faudrait des chachamim qui soient la même envergure pour pouvoir changer. Or, bon, vous savez très bien que de génération en génération, je parle même à l'époque des Rishonim, de Rachid Tosfot, ils ne se sentaient pas l'envergure de remettre en question euh, des takanotes qui avaient été faites par l'époque des Tanaïm et des Émoraïm. C'est la raison pour laquelle, même que ça nous paraît un petit peu lointain, pour ne pas dire beaucoup lointain, prendre un doliprane, waouh, je ne veux pas prendre un doliprane parce que je peux être amené à prendre une herbe. Et puis l'écraser, ça paraît très loin. Je vous le concède, c'est vrai. Mais nous avons ce principe, on a du bitoul, on s'efface devant ce que nos chachamim disent. Et d'autant plus, j'ai envie d'ajouter que vous savez très bien que de plus en plus, on demande maintenant des compositions nouvelles aux pharmaciens, des nouvelles choses, avec aussi avec l'acupuncture, avec toutes ces médecines nouvelles, où on revient aux produits naturels et souvent on vous demande de composer quelque chose. Ça, j'ajoute un argument qui peut-être de nos jours, c'est davantage Chayar, ce rachach-là. Et donc, pour finir la question, donc effectivement, les Chachamim ont interdit de faire ce qu'on appelle refoua. Refoua, de faire quelque chose qui va nous guérir, quelle que soit la chose qui peut nous guérir, eh bien, il est interdit de le prendre pendant Shabbat. Sauf, attention, il y a un Oui, bien bémol, sûr. il y a un grand bémol à ce que je vous dis, il est évident qu'un malade qui est alité, le guéder, hein, qu'est-ce qu'on appelle un malade qui s'appelle Nafal et Mishkav. Nafal et Mishkav, en général, bon, il y a des gens qui s'allongent jamais, mais bon, on est parfois tellement épuisé il faudrait qu'on se couche, on ne se couche pas, mais ça s'appelle comme si on était couché. Donc une personne qui est malade, et je vois aussi des enfants, on considère des enfants jusqu'à 7, 8 ans, même parfois plus, ils sont fragiles, donc dès l'instant qu'ils ont un petit mirouche béalma, ils ont un petit bobo, on considère qu'ils sont comme malades, on se permet pour eux de donner ce médicament. Ouais, donc on a plusieurs éthérimes, ou bien pour un malade, hein, tout simplement, ou bien pour un enfant. Et maintenant, au cas par cas, si je vous donne un exemple où il faut vraiment bien connaître, par exemple, un mal de tête classique, on ne prend pas un Doliprane pour un mal de tête classique. Mais si on est sujet aux migraines, vous savez que la migraine, c'est quelque chose de terrible. Quelqu'un vraiment a de vraies migraines, c'est insupportable. Il est évident que ça, c'est une maladie. Donc, il a tout à fait le droit de prendre des médicaments. Et tout ça, effectivement, comme vous dites, c'est à cause de ce lien Par de, extension. extension. Bon, maintenant, sachez que dans un cas extrême, je ne vous souhaite pas que ça arrive, hein, dans des cas extrêmes, il faut demander au Rav, et quelquefois, certains grands poskim disent qu'on
on peut trouver des solutions du type, par exemple, si le médicament, on l'a fait fondre la veille. C'est des kunsim, on va dire, des ruses comme ça, que les poskim ont proposé dans des cas quand il y a vraiment, vraiment besoin. Mais il ne faut pas enlever la takana générale, il faut mettre cette embêtante, c'est comme ça, il faut mettre dans la tête des gens. Avant de prendre un cachet, il faut bien réfléchir. Bon, maintenant, il y a des Très gens, bien. voilà, il y en a qui en ont besoin, ceux qui prennent des cachets régulièrement pour le cœur, pour le foie, pour la rate et tout, ils les prennent, c'est tout. C'est considéré comme malade. Voilà. Alors, messieurs, ça vous inspire pas d'autres questions? On avance? Alors, on avance. Alors, j'ai commencé donc enfin, je vous rappelle donc l'ordre des Melachot. L'ordre des Melachot, on a fait d'abord Borer, hein. Je peux Bien sûr, parler? oui, allez-y. Excusez-moi. Si on a des traitements de cœur ou d'autres choses, qu'on prend 3 ou 4 médicaments constamment, samedi, on peut les prendre ou pas? C'est évident. Attends, je vais d'abord vous enlever une erreur qu'on peut avoir. C'est pas parce que vous avez des traitements qu'on va permettre. Je plaisante toujours avec mes élèves de Vetrifka, avec les filles. Je leur dis, c'est pas parce que vous avez un traitement pour des boutons d'acné que vous avez le droit de prendre un médicament. C'est pas une maladie, les boutons d'acné. C'est peut-être pas joli, vous n'êtes pas à l'aise, mais c'est pas une maladie. Mais en général, vous avez tout de suite dit un mot qui est évidemment le plus grand intérêt qui soit. Quelqu'un qui prend des médicaments pour le cœur, pour le foie, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est évident qu'une maladie, même lointaine du cœur, c'est une vraie maladie. Donc, si les médecins disent, ou plus, par exemple, pour fluidifier le sang, ou je ne sais pas pour autre raison, eh bien, c'est évident qu'il a le droit de prendre ces traitements. D'ailleurs, dans les EHPAD, les années qui ont passé, je rendais visite à, à ma maman, hein, Zichrona Livracha. C'est évident que toutes les vieilles personnes là-bas, elles avaient toute une panoplie de médicaments. C'est évident qu'ils ont demandé le éther, parce qu'elles sont malades, elles ne pourraient pas vivre sans toute cette panoplie de médicaments. Voilà, mais ce n'est pas parce que c'est un traitement, c'est parce que la raison pour laquelle vous prenez ces médicaments, c'est une raison sérieuse. Vous avez commencé par le mot le cœur, c'est évident. Voilà. Autre question, allez-y. C'est bon? C'est bon. Si. Oui, allez-y. On vous écoute. Ah, alors c'est à moi. Alors voilà, donc j'étais en train de dire dans le CEDER, le CEDER, c'était, on a fait Borer. Quand on a fait Borer, on a enlevé toutes les pierres de l'ensemble des grains de blé, hein. On a battu le blé, on s'est retrouvé avec les grains qu'on a séparés de la paille, puis on a enlevé les pierres, c'est Borer, puis on a pris les chytim, enfin les grains, on les a écrasés, c'est Torrens ce dont on parle maintenant, c'est moudre. On a moulu, on se retrouve avec des sacs de farine. Après avoir des sacs de farine, eh ben, on les pétrit pour faire du pain, des gâteaux, etc. Donc, la mlacha qui suit de manière naturelle, la mlacha d'écraser, hein, de moudre, ben, c'est la mlacha de pétrir. La louche en hébreu. Hein, la louche. Il y a un autre verbe aussi, les gabelles, giboul. Petite nuance, mais enfin, c'est la même idée. C'est de prendre des éléments éparpillés, comme on passe comme ça, et puis les réunir entre eux. Et ça, c'est tout à fait large. Comme définition, c'est aussi bien prendre la farine, donc des morceaux pulvérisants, tout petits morceaux, que prendre, j'ai envie de vous dire, du thon. On a écrasé du thon, comme ça, c'est des petits morceaux, le thon. Ou bien vous avez des carottes râpées, qui ont été, disons, râpées depuis la veille, puis vous les mélangez avec de la mayonnaise. Donc vous allez faire comme ça des petites boules de carottes râpées à la mayonnaise, ou bien du thon à la mayonnaise, ou bien des œufs écrasés, pétris avec la mayonnaise. Ben, on rentre donc là, dans la mlacha de l'âge sans que ce soit forcément des éléments farineux complètement, ouais, complètement écrasés comme pulvérisés comme la farine. C'est aussi la mlacha de l'âge. Donc c'est intéressant de savoir comment est-ce qu'on va faire maintenant de l'avocat écrasé avec de la mayonnaise ou de l'huile, faire des boules comme ça, faire une pâte de ça. C'est pas évident. Mais avant de commencer ça, je ne peux pas m'empêcher de partager avec vous une halakha hors sujet complètement, mais c'est mon ami Gérard donc, qui me pousse à faire un système comme ça de halachot, une petite halakha yomite comme ça, qui est beaucoup demandé. Donc je vais la partager avec vous. Hein, vous avez le scout.
de venir le lundi soir, donc je vous la partage avec vous. C'est une question archi classique, je l'ai traitée de nombreuses fois, mais apparemment, c'est quelque chose qui a du mal à rentrer. Quelle est la bracha que l'on fait? Donc, c'est Yitrot Brachot. Je quitte Shabbat quelques instants. Eh bien, qu'est-ce que l'on fait comme bracha sur ce qu'on appelle le pain perdu? Qu'est-ce que c'est le pain perdu? Ou le pain retrouvé pour certains? C'est du pain que l'on prend, que l'on fait en général frire dans de l'huile, et on ajoute du miel, du sucre, toutes sortes de choses, des œufs, et puis ça vous fait donc des tranches de pain extrêmement moelleux, c'est très très bon, j'en aime beaucoup. Ça s'appelle le pain perdu. Il était perdu au début, mais on va être plus positif. On va appeler ça le pain retrouvé. Un pain que maintenant il est tout à fait mangeable, tout à fait moelleux, délicieux, sucré, tout ce que vous voulez. Donc il a passé un traitement. Après son traitement au four, dans une cuisson au four, le pain c'est cuit au four, ça s'appelle afia. Maintenant on lui fait une deuxième préparation en le mettant dans de l'huile, deuxième cuisson en le mettant dans de l'huile. Et donc, quelque part, ça transforme un petit peu la texture de ce pain. Donc on pourrait penser, comme certains pensent, que c'est du mésonote. Eh bien non, c'est pas du mésonote, c'est toujours du pain. Le fait de l'avoir cuit dans l'huile, je dis bien après une cuisson à l'eau, une cuisson au four, pardon. Si maintenant c'est une pâte, et ça que vous mettez directement dans l'huile, c'est le beignet, c'est autre chose. Ça, c'est mésonote, d'après le rov des poskim. Je ne parle pas de ça, je parle du pain qui a été cuit au four. On n'a pas consommé, il a durci, on veut maintenant le faire cuire dans de l'huile et le passer dans des douceurs, du sucre, etc. Donc, comme il avait une définition de pain auparavant, il ne perd pas sa définition de pain à la condition que son volume soit suffisamment important. Qu'est-ce qu'on appelle un volume suffisamment important? C'est que chacun de ces morceaux fasse un kazaït de pain. Un kazaït de pain, ça se mesure en volume, c'est un cube de 3 cm de côté. 3 par 3 fois 3, 3 fois 3, 9 fois 3, 27. Donc c'est 27 cm3. Imaginez ce que c'est en général une tranche classique, pas trop épaisse, vous avez le volume en question. Et donc vous allez manger un volume de ce pain perdu. Si le volume que vous allez manger, c'est 27 cm3 de pain, oui, je fais attention, je ne parle pas en poids. Parce que ce qui compte essentiellement, c'est le volume, ce n'est pas le poids. Et dans le pain est plus léger que l'eau. Donc ça peut être moins que 27 grammes. Faites l'expérience, vous allez voir. À moins que vous mettiez un produit extrêmement compact, on peut tout imaginer. Rav Eh ben non. Zerbib, est-ce qu'il faut obligatoirement que ce soit cubique? Si c'est Non, rectangulaire, non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Pas du tout. Quand je vous parle d'un volume, pour vous donner une idée, je vous dis, le volume qu'on a, le modèle, si vous voulez, le modèle, c'est un cube de 3 sur 3 sur 3. Maintenant, il est évident, vous prenez un pain rond, vous faites une tranche. Alors là, il faut être un petit peu mathématicien pour savoir comment trouver exactement le volume lorsque la forme est elle n'est pas tout à fait cubique. Voyez, donc, il faut avoir l'habitude. Moi, j'ai l'habitude, je sais compter. Vous me donnez la hauteur, je pourrais calculer la hauteur, la circonférence de la tranche, et je vous sors tout de suite Mais il faut savoir le faire, ça. Ou alors prendre l'habitude. Voyez, prendre l'habitude, mais s'il y a le volume en question, quelle que soit sa forme, soit rond, carré, triangulaire, tout ce que vous voulez, si vous avez donc le volume en question, vous faites Motzi et Birkat Amazon dessus. Si par contre, vous avez fait le même traitement avec ce pain, à l'huile et tout, mais que tous les morceaux sont inférieurs à un kazaït, alors c'est mésonote et à la mechia. Ça veut dire, on passe de mésonote à la mechia à Motzi Birkat Amazon seulement avec le paramètre volume. Intéressant comme chose. Et pour une piquante intéressante, quand on prend de la matzamil, on le fait dans l'huile, on fait des boules dans l'huile, on fait tous mésonotes. On fait mésonotes. Et même ces boules-là en question, elles auraient le volume que je viens de vous dire, un kazaït, on fait mésonotes. Pourquoi? Parce que ces boules de matzamil, c'est des petits morceaux de pain, c'est de la matzah qu'on a écrasée. Donc chacun de ces morceaux est bien, bien moins qu'un kazaït. Et le fait que vous les reconstituez, vous avez fait des boules avec, ça ne leur redonne pas son guédère, sa définition,
de pain, pas du tout. Ça reste des tout petits morceaux recollés, donc c'est mésonote. Donc de la farine, matsamil, etc., refait dans l'huile, refrit dans l'huile, enfin, on fait des bonnes boulettes comme ça de matzah, hein, et bien ça reste, c'est sûr, c'est mésonote. Parce que ça a déjà été pulvérisé en petits morceaux. Par contre, si c'est du véritable pain qu'on a fait à l'huile, et que le morceau en question, il a plus que le volume que je viens de vous dire, c'est moti et maison. N'oubliez pas, hein, parce que si vous ratez c'est moti et birkat Amazon, c'est Minatora. Hein. Si vous êtes rassasié, c'est Minatora. Donc, il ne faut pas se tromper. Donc, bon appétit pour votre pain perdu. Soyez bien rassasiés et faites un bon birkat Amazon avec Kavana. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? C'est bon? Gérard, vous êtes satisfait? Ouais, c'est très très bon le pain perdu. C'est très bon, d'accord. Et les définitions que j'ai données sont bonnes aussi? C'est bon? Mais Impeccable. Rav, Oui, excusez-moi. Si dans la semaine, on va prendre par exemple des croûtons de pain, mais qui n'ont pas ce volume, on n'est pas dans Shabbat, hein, du pain qui a été affia, donc qui a été cuit au four. Et normalement, moi, je sais que si ce sont des tranches de pain, on va faire motzi quand même parce que c'est reconnaissable et parce que c'est du pain qui a été cuit au four. Et dans la mesure où il a été trempé dans un bouillon, bien sûr, je ne parle pas de Shabbat. Alors, moi, je fais motzi sur des croûtons de pain quand ils sont reconnaissables. Vous voulez dire que si je les émiette, ce pain qui a été cuit au four, je l'émiette dans un bouillon que c'est pas si, reconnaissable et que ça n'a pas atteint les 27 ouais, cm3 de volume, ouais. je fais mésonote? Vous posez une très bonne question, madame. Admandaken, il dit, hein, c'est dans Siman Kouf Samachet, si ça vous intéresse, c'est effectivement quand vous mettez dans un bouillon qui est vraiment très très chaud, si c'est dans Kéli Rishon, effectivement, dans Kéli Rishon, vos petits morceaux de croûtons qui vous restent, Non, on n'est pas, pardon, on n'est pas dans Shabbat puisque vous n'avez pas évoqué le problème du Shabbat. j'ai bien Vous compris. avez juste évoqué le problème Oui, de non, la bracha à faire je ne parle pas de Shabbat. J'ai dit, mais vous avez mis donc ces croûtons, on peut lundi, vous dans avez un bouillon. dans un bouillon qui a une très très grosse chaleur de Kéli Rishon, hein, une très grosse chaleur. Mhm. Ça s'appelle, c'est comme si vous êtes en train de cuire ces croûtons. Alors, il n'y a aucun problème de cuire lundi, hein, aucun problème. Seulement, vous avez enlevé à ce pain, si les pains, je dis bien, si les morceaux sont petits, ce qu'on appelle une torita de Nahama. Vous avez enlevé la forme, c'est un mot de l'Agmara. Vous leur enlevez sa substance de pain, si vous voulez, pour deux raisons. D'abord, c'est le morceau est petit, parce que s'il est gros, même qu'il est un peu cuit comme ça reste motif, comme le pain perdu. Mais si tous les morceaux, effectivement, sont petits, et vous mettez un bouillon qui est vraiment, vraiment, font que votre pain il devient très, très mou, comme de la mie de pain, hein, c'est ce qui arrive d'ailleurs hein, quand on met dans un bouillon très chaud. Effectivement, si tous les morceaux sont moins que kadaït, c'est mésonote, effectivement. Ah bon, d'accord. Ben, Voilà, c'est bien de le savoir, d'accord. voilà, c'est bien de savoir cette chose-là. Voilà, une petite halakha comme ça, rapide, sur les brachot. Alors maintenant, on va repasser donc, comme je vous disais, Merci. on va repasser donc sur l'amlacha de pétrir. Donc pétrir, tout le monde comprend ce que c'est. À la base, c'est prendre de la farine et de l'eau et mélanger et faire une pâte. Voilà. Alors, Shabbat, il ne faut pas être dans cette situation donc de créer une nouvelle pâte. Alors, je vais vous apporter là aussi, je vais être assez court, hein, c'était bref, ce sont des chazarot, je pense qu'on a dû le faire dans un temps, il y a quelque temps. Mais comme ce sont des halakhot qui sont constamment d'actualité, encore au Kiddush, vous voyez une personne qui est écrasée, qui mélangeait une mayonnaise, il fait attention, il y a quand même des paramètres à respecter si tu veux faire ton thon mayonnaise, tu veux faire ta salade avec du ketchup, etc., et en faire une boule comme ça. Alors, de manière générale, on fait la distinction. On fait la distinction entre ce que l'on appelle blila raka et blila raba. Blila raka, ça veut dire un pétrissage fluide. Fluide, c'est entre liquide complet et solide, intermédiaire, comme pâte dentifrice. Alors, pour obtenir une telle, comme la daïsa, la soupe qu'on fait aux enfants, on met souvent des céréales écrasées comme ça, on ajoute du lait, puis on veut épaissir ce lait-là, donc on fait une espèce de pâte comme ça, un petit peu épaisse.
s'arrange pour que ça passe par le biberon aussi, que ça débouche tout seul, bon, c'est possible. Eh bien, pour obtenir un tel mélange, donc mélange de... Eh bien, il faut faire 2 chinouillim par rapport à l'habitude. Non, je vais direct, je vais à Charles que je vois le temps qui avance très vite, il est déjà 8h25. Il faut faire 2 films, qui sont les suivants. Certains poskim, à la base, c'est le Rabbi Rabbeinu Akadosh, le compilateur des Mishnayot, qui interdit la rencontre entre la farine et l'eau, la rencontre seulement, parce qu'il considère que dès l'instant qu'on met de l'eau, un liquide quelconque dans de la farine, ou quelque chose qui risque de prendre comme ça, déjà la rencontre eau-farine est interdite. Donc, pour contourner cette interdiction, il nous est demandé de changer l'ordre de rencontre entre les 2 éléments, le solide et le liquide. Parfait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire si vous voulez obtenir un mélange quelconque, je vais prendre un exemple, pour que ce soit plus visible. J'ai vu souvent les enfants, ils aiment bien prendre la poudre de chocolat, ils ajoutent ou du beurre ou du lait dedans, ils font une espèce de petite pâte avec. Ils aiment bien ça. Après, ils ajoutent du lait et ça fait de la crème au chocolat au lait. Ou bien il y en a qui font ça avec du café, du Nescafé. Ils prennent du Nescafé, ils ajoutent un peu d'eau ou de lait, ils touillent tout ça et ils obtiennent donc une espèce comme ça, de Nescafé qui sent très bon le café. Ça fait une pâte. Puis c'est le but du jeu, c'est que quand on ajoute de l'eau chaude là-dessus, eh bien ça fait de la mousse, ça ressemble à de l'espresso. Voilà. Je ne sais pas si vous comprenez de quoi je parle. Souvent, les gens ils aiment bien faire ça. Donc, vous êtes en train de faire une pâte, créer une pâte. Avant d'ajouter de l'eau pour en faire un espresso, vous créez une pâte, ça c'est interdit. Donc la première chose qu'il faut faire, c'est la rencontre entre le solide et le liquide, le faire dans un ordre inverse d'habitude. Si vous avez l'habitude de mettre d'abord le chocolat, la poudre de chocolat, et puis d'ajouter le liquide, vous faites l'inverse. Vous mettez le liquide, puis vous ajoutez la poudre de chocolat. Si vous voulez faire on va dire du thon, et vous avez préparé déjà une vinaigrette. Voilà, la vinaigrette est déjà préparée. Et vous voulez donner donc à votre thon qui vient d'être écrasé de manière permise. On a expliqué pourquoi, parce que le thon ne pousse pas dans la terre. Et là, vous allez mettre votre vinaigrette dans le thon et puis touiller tout ça, mélanger tout ça pour faire comme ça des parts de thon, une espèce de petites boulettes de thon. Eh bien, vous ferez dans l'ordre inverse que l'ordre habituel. Ça veut dire, si vous avez d'ajouter l'inverse, dans le bol, dans l'assiette, vous mettez la vinaigrette, sur laquelle vous ajoutez le thon, vous mélangez tout ça, et ça sera permis. Maintenant, le mélange. Je suis allé un peu vite là. Là, je vous ai donné la méthode pour contourner l'interdiction de faire la rencontre entre les deux, parce que vous la faites de manière inhabituelle, l'inverse de l'habitude. Deuxième chose qu'on doit faire, c'est le mélange proprement dit lui-même. Il faut le faire de manière inhabituelle. Il y a 2 manières évoquées dans la Gemara. Une manière, c'est la moins bonne, c'est une fois que le mélange est fait, la rencontre, je veux dire la rencontre entre liquide solide et faite, vous la transvasez d'un kéli à l'autre, comme ça. À force, de plusieurs fois, ça se pétrit quelque part. La méthode la meilleure, c'est de mélanger en faisant une forme de plus, haut en bas, droite à gauche. J'en ai déjà parlé de ça. Haut en bas, c'est comme ça. Ça paraît drôle et bizarre, mais c'est comme ça. Donc, faites un mélange comme ça. Le mélange ne se fait pas aussi bien, c'est pas aussi homogène, et c'est la raison pour laquelle les Chachamim me permettent. Parce que le résultat n'est pas vraiment le top qui est attendu normalement. Donc, c'est permis. Donc, retenez ce point. Alors, vous voulez faire du thon mayonnaise, de vinaigrette au thon, eh bien, vous inversez l'ordre de rencontre du liquide et du solide et vous faites ce geste-là. Ça me paraît très drôle tout ça, ce que je vous dis, mais c'est comme ça. C'est comme ça. Après avoir fini, je vais vous dire qu'il y a un minag d'être mekil comme ça, et sur lequel les post-it se sont penchés pour essayer de comprendre comment se fait-il que de génération en génération, beaucoup de gens ont été mésalzel, on peut dire, ont été un peu négligents sur ces halachot-là. Quand le résultat
que l'on veut obtenir, c'est un résultat de quelque chose qui est plus épais, ce qu'on appelle blila ava, un pétrissage plus épais. Là, a priori, la rencontre entre l'eau et le liquide, même avec un chinouille, n'est pas permise. Sauf, alors c'est ça le sauf, et ça va être la différence entre le pétrissage fluide et le pétrissage solide. C'est ce qu'on appelle en cas de besoin. En cas de besoin, ça veut dire ou pour un enfant, ou pour un qui douche, ou bien parce qu'on manque de nourriture, on a des invités, etc. En cas, on va dire en cas exceptionnel, on pourra obtenir le même résultat, même que le pétrissage, c'est un pétrissage épais. Toujours en faisant les deux chinouilles, rencontre solide-liquide de manière inverse que d'habitude, et puis la tarovette, le mélange proprement dit, en faisant Shtiva Erev, de haut en bas et de droite à gauche. Bon, je suis en train de vous dire beaucoup de choses que vous avez certainement constaté que beaucoup de gens ne font pas attention à ça. Les grands possibles s'interrogent, comment se fait-il qu'on constate que dans même des kilotes froum, les gens ne sont pas très macpites sur ça. Ceux qui ont appris au Bet Yaakov ou à Bet Rivka, ils savent, mais dans beaucoup de familles, même pieuses, eh bien, les gens sont un peu négligents sur cela. Alors, ce que je vous demande, c'est de ne pas l'être, de faire les choses bien, mais quand même, les poskim ont cherché déjà à ce qu'on appelle un limoutzrout. Un limoutzrout. Limoutzrout, ça veut dire peut-être on pourrait comprendre que faire ce thon mayonnaise ou ces œufs mimosa en mélangeant tout ça de manière habituelle, sans faire attention, en faire de haut en bas, de droite à gauche. Ils ont trouvé des svarot, des logiques dans les poskim, bien sûr, dans les grands. Et la chose suivante, que si on retourne à la source, là j'explique maintenant la profondeur de la chose, si on retourne à la source de cette nacha de lâche, c'est une nacha qui consiste à prendre deux éléments qui en soi ne sont rien, ne sont pas consommables. Normalement, je veux dire, normalement, de la farine, on ne mange pas de la farine. Voilà. La mayonnaise ou l'huile, on aime de l'huile, bon, on ne prend pas l'huile à la cuire en principe bien sûr. Ça veut dire que le pétrissage habituel, je vais dire la norme d'un pétrissage, c'est rendre des aliments qui en soi ne sont pas consommables de manière facile, et par le mélange, on les rend consommables. C'est-à-dire on obtient un résultat extrêmement positif que sans cette licha, sans ce pétrissage, on n'aurait pas eu. À l'image du bichoul. Vous avez un morceau de viande crue, c'est pas mangeable. Le bichoul, il le rend mangeable. Il transforme cette matière-là. Donc, il y a un vrai chinouille bemetiout, il y a un vrai différent dans les faits. Viande crue, viande cuite, ça n'a rien à voir. Pomme de terre crue, pomme de cuite, ça n'a rien à voir. Poisson, viande saoulée. Donc, on peut comprendre que la farine en soi, c'est pas consommable normalement. Et par le mélange avec l'eau, vous obtenez une nouvelle métier, une nouvelle chose. Ça s'appelle une pâte, et pâte passe au four, ça va devenir du pain, des gâteaux. Donc, vous créez quelque chose de nouveau dans l'olam. Certains vont dire que c'est ça l'essence de. Par contre, si on, même sans la licha, même sans le pétrissage, prenons l'exemple du thon. Le thon, on peut le manger comme ça. Et en fait, quand on mélange le thon avec la mayonnaise, c'est parce qu'on trouve que le thon mayonnaise, il a un goût différent que le thon classique. Mais c'est pas qu'au fond, on soit profondément intéressé par le nouveau corps que j'obtiens qui s'appelle le mélange thon écrasé avec la mayonnaise. Le résultat que j'ai trouvé, que j'obtiens des boules, c'est pas ça au fond qui est le vous cache, la chose recherchée. Ce qui est recherché, c'est tout simplement que le thon ait un goût de mayonnaise. Ça s'appelle, le mot dans technique, ça s'appelle tikkun ochlim. Je suis en train d'arranger, d'améliorer le thon. Mais je ne suis pas au fond intéressé par le résultat obtenu, à savoir une boule pétrie et qui a changé de structure. Contrairement à la farine, vraiment, je suis intéressé profondément par ce changement de structurel qui est entre la farine et puis la pâte qui va passer au four. Voilà, c'est tout pour vous dire qu'il y a de quoi réfléchir, et dans les collègues m'ont réfléchi beaucoup pour essayer de comprendre pourquoi certains se permettent. Donc, si vous voyez des gens qui se permettent de faire du thon mayonnaise comme ça, sans vergogne, j'ai envie de vous dire, sans « Ah, c'est moi la tour comme ça », etc., il y a un vieux minag, un ashkenaz,
puisque le Tzemach Tzedek qui rapporte, et on bosse qui rapporte, ils avaient l'habitude d'écraser les pommes de terre, de couper le hareng en tout petits morceaux, les œufs en petits morceaux, et puis ils mélanger tout ça, ça faisait une pâte. Alors, ça s'interroge, comment c'est possible? Alors, s'ils faisaient cette chose-là en faisant le chinouille, on dit shtiva erev, en forme de puce, tout en bas, ça on pourrait, à la limite, comprendre. Mais il semblerait que les gens ne faisaient pas attention à ça. Et quand je dis les gens, ce n'est pas des keilotes d'Amaratim, ce sont des keilotes avec des rabbinim sérieux, des grands, et qui donc s'occupaient bien de chacun, d'enseigner ce qui était permis et pas, et qui n'était pas. Donc, si tous ces gens le faisaient, c'est que certainement il y avait sur quoi s'appuyer. Eh bien, la svara qui a été proposée, c'est celle que je viens de vous dire maintenant, à savoir qu'en fait, bien que l'acte que je fais maintenant, c'est un acte de pétrissage, pétri, donc là, je peux élargir, l'avocat, une fois qu'on l'a écrasé, je le pétris un petit peu, j'en fais des boules avec de l'huile, de l'olive, du sel, etc., des choses. Mais en fait, c'est pas qu'au fond, je sois vraiment intéressé par faire un nouveau ochel, un nouvel aliment, comme la pâte à pain, c'est un nouvel aliment par rapport à la farine. Non, c'est finalement, c'est de l'avocat écrasé, et je l'ai écrasé parce que c'est meilleur, parce que je goûte mieux le goût quand il est écrasé et que je le mélange avec de l'huile, vous voyez. C'est ce qu'on appelle faire un tikkun ochlim. Je suis en train d'arranger cet aliment. Donc, en 2 mots, je résume, hein, malheureusement, on est limité par le temps, encore une fois, on a perdu quelques minutes. Hein. À inverser l'ordre de rencontre, solide liquide, de faire le mélange avec un chinouille ou d'un bol à l'autre, ou bien en faisant un signe de plus. Et si ce sont des aliments qui sont vraiment mangeables sans le mélange, sachez qu'il y a certaines idées, on va dire, dans les poskim, qui permettraient ça des khatrila. Donc, si pendant un kidouche, on voit des gens qui le font, ça m'arrivait des fois dans un kidouche, eh bien, je demande qui est-ce qui a préparé le thon mayonnaise, qui a préparé l'avocat écrasé, mélangé avec de l'huile. Ah, mais il y a un responsable, il prend ça sur lui, c'est un bon juif qui rend service. Bon, alors, et on m'a dit, c'est pas la peine de lui expliquer 1000 choses et jamais il rentrera dans tous les détails que tu vas lui dire. Bon, alors je laisse faire, voilà, on va dire je laisse faire, voilà. El Mochim, on ne s'oppose pas, on laisse faire. Alors demander El Mochim, est-ce qu'on a le droit d'en profiter? J'ai envie de dire oui, même d'autres personnes pourraient profiter de cette chose-là. Pour 2 raisons. D'abord, comme je vous dis, il y a certains qui permettent. Et la deuxième raison aussi, alors retenez, j'aurai l'occasion de revenir sur cette idée, c'est que le résultat obtenu, même de manière interdite, si on a mélangé de manière illicite, non permise, de toute façon, le résultat obtenu aurait pu être obtenu de manière permise. Si on avait fait les 2 chinouïm, on pouvait obtenir, c'est-à-dire le résultat obtenu était obtenable, hein, on pouvait l'avoir de manière permise. Donc, c'est pas comme cuire. On ne peut pas avoir un aliment cuit sans le cuire. On est obligé de passer par l'étape de cuire. Mais le résultat en question, à savoir avoir quelque chose qui est mélangé comme ça, si je l'avais fait avec toutes les précautions qu'on a expliquées aujourd'hui, ben c'était permis. J'aurais pu obtenir ce résultat. Donc, Bedi Avad, on peut profiter de toutes ces salades qui ont été faites sans toutes les précautions dont j'ai parlé aujourd'hui. Voilà, je boucle. Est-ce qu'il y a des questions là-dessus? Et on passera... Rav, oui, encore une dernière. On peut émulsionner Shabbat. Vas-y, émulsionner. Émulsionner, ça veut dire une crème, par exemple, une crème parvée pour obtenir de la chantilly. Une crème parvée, on peut même prendre une fourchette. Il existe des crèmes. On pourrait la consommer comme ça, puisque c'est un peu le même cas que le thon. On pourrait la consommer comme ça. Mais si on la bat avec une fourchette, on ne va pas prendre le fouet. On va pas prendre le fouet. Ça veut dire introduire de l'air dans un aliment. Où il y a aussi des préparations à base de pudding. C'est de la poudre auquel on rajoute de l'eau même tempérée. Et ça nous fait une sorte de jelly, vous voyez, pour mettre comme ça sur les gâteaux, des choses comme ça. Bon, la première, elle est consommable. La deuxième ne l'est pas, hein, sans l'eau. Ouais. Alors, je vous en parler de la première, mais ce soir, je vais reprendre la deuxième. Et les fameux jello. Et l'équivalent, c'est les purées mousseline. Vous prenez de la purée en flocons, vous ajoutez un peu d'eau ou du lait, et puis tout de suite,
Ça vous fait une pâte. Aussi, et rigoureusement, alors ça retenez ça, c'est très, On très avait dit qu'on ne pouvait pas la purée mousseline, c'est vrai. Voilà, on ne peut pas la faire. Dans le jello, c'est comme la purée mousseline. Pourquoi? Ah oui. Pourquoi? Parce que lorsque le pétrissage se fait de lui-même, sans que je fasse aucun maasé, se fait de lui-même, on a un makor, on a une source dans la Torah, c'est ce qu'on appelle le zera pishtan. Si vous prenez des grains de pishtan de lin, vous laissez dans l'eau, vous voyez qu'il commence à pourrir un petit peu, à se décomposer, et ça fait une pâte. Donc, Mhm. quand la pâte se fait d'elle-même, c'est interdit. Donc, le Ah jello dont vous oui, c'est parlez, vrai. Mhm. c'est interdit, et le jello, ça se fait tout seul. Vous mettez le jello, c'est fait pour ça d'ailleurs. C'est fait à base souvent d'épines de poisson, il y a de la gelée dedans. C'est Et donc, ça. quand ça se fait tout seul, c'est interdit. Ça se fait tout seul. Maintenant, les actifs, la première question, je développerai ça la prochaine fois. Quand vous avez quelque chose qui est fluide et qu'on le remet en beaucoup, vous le faites beaucoup plus épais, on On va voir qu'il y a un l'aère. problème. Ouais, Voilà. le fait d'aérer. D'accord, très bien. Bezrat Hashem. On en reparlera, Bezrat Hashem. Très, très Voilà. bien. Merci, Rav. Je Kol vous en Tov, merci. prie. Alors, comme à tout le monde, messieurs, n'oubliez pas, on est la semaine de Yuchvat, donc faites une bonne préparation, préparez le Razak. Mahamar. Voilà, préparez bien le Mahamar, il faut rentrer dedans, la tête dedans, le corps dedans, il faut vivre avec Razak. nos rabbins. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai commencé comme ça, il faut ramener le rabbi à la maison. Donc, il faut vivre comme lui vit. Amen, 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 amen. Allez, kotou à tout le monde. Rav Zerbi, n'oubliez pas mon dernier message, s'il vous plaît. Sur la halakha yomit, c'est Ouais, ça? ouais, ouais, la dernière, là, ce sera pour demain, si tu veux. Par contre, j'ai juste un petit peu, ne me donnez pas trop de dates parce que quelquefois, je n'ai pas une minute pour m'asseoir. En général, quand je dis une halakha comme ça, je veux toujours, comme j'ai fait avec la première, donner la référence parce que sinon, ça fait vraiment. Donc, et pour D'accord, trouver, des fois, d'accord. ça me prend un petit temps Prenez quand même. votre temps, prenez votre temps. Ok. Donc, en tout cas, ça ne me dérange pas, par contre, vous me donnez 4 ou 5 halakha à l'avance. Oui, Parce d'accord, ça voilà. marche. Et en général, quand je m'assois, je prends le temps, je Ok. réponds les 4, vous voyez. C'est Il mieux n'y a pour pas de moi. problème. Il n'y a pas de problème. Allez, Merci. kotou. Pour le tout.